après la période des grandes batailles de destruction de l'Ancien Régime sous la Révolution et des grandes batailles militaires de l'Empire, de 1815 à 1850, on assiste à des grandes batailles idéologiques. Et c'est dans le cadre de ces grandes batailles idéologiques que vont s'affronter le libre-échange et le protectionnisme. Et dans le cas français, c'est le protectionnisme qui va l'emporter. Et c'est l'un des grands facteurs qui va constituer l'identité économique de la France. C'est d'abord, dans le cas français, c'est d'abord le libre-échange qui apparaît sur le modèle anglais, et après 1830, et très rapidement, en fait, une contre-idéologie protectionniste va se constituer et l'emporter. Dans le cas français, les principaux penseurs de ce protectionnisme, de ce contre-libre-échangisme, pour la plupart sont des penseurs un peu oubliés. Par exemple, on peut penser à quelqu'un comme Charles Dupin, qui était un ancien ingénieur de la marine napoléonienne, un statisticien et un mathématicien de renom, qui a publié, entre autres, quelque chose qui s'appelle Les forces productives françaises et une version popularisée qui s'appelle Le petit producteur français, dans lequel il a développé cette idéologie de protectionnisme français, qui est une idéologie autour de ce concept de petit producteur, contre l'idéologie libre-échangiste du consommateur. On peut penser aussi à quelqu'un comme Mathieu de Dombasle, un agronome lorrain, qui est l'inventeur de la charrue Dombasle, qui, lui, s'est fait le défenseur d'un protectionnisme de stabilité sociale pour empêcher un développement industriel excessif, tourné vers le commerce extérieur. Il prenait une formule de développement plus autarcique, tournée vers le marché national. Mais si on pense aux politiciens qui ont pu aussi populariser ce message, en plus de ces penseurs, il y a des personnages comme... un personnage plus connu, c'est Adolphe Thiers. Alors Adolphe Thiers, c'est quelqu'un, on se souvient surtout de lui comme le boucher de la Commune en 1871. Mais en fait, c'est une personnalité beaucoup plus complexe. Et ce qui est important de comprendre à propos de Thiers, c'est que c'est un libéral. Et c'est vrai du protectionnisme français en général. Ce n'est pas une idéologie antilibérale. C'est quelque chose, c'est un libéralisme modéré. Et Thiers est un libéral politique acharné. C'est quelqu'un qui s'oppose aux tendances réactionnaires de la Restauration avant 1830. Quelqu'un qui s'oppose aux tendances autoritaires du Second Empire après 1852. C'est aussi ce sera le premier président de la Troisième République après 1870. Donc c'est un libéral politique forcené. C'est aussi un libéral économique au sens où c'est quelqu'un qui défend le capitalisme libéral. Pendant la Révolution de 1848, il défend la propriété privée et c'est aussi ce qui le motive à combattre les communards en 1871. Mais ce libéralisme politique et libéralisme économique est modéré par un attachement viscéral au protectionnisme après 1830. Et c'est Thiers qui va vraiment incarner ce protectionnisme sur la scène politique française depuis le début de la monarchie de Juillet jusqu'à, alors là, après 1850, jusqu'au début de la Troisième République où ce protectionnisme est réétabli. Les socialistes, eux, sont mis très mal à l'aise par cette question. Alors, les socialistes sont... Les premiers socialistes apparaissent dans les années 1830 sur la frange, sur l'extrême gauche de la nébuleuse libérale. Ce sont des libéraux extrémistes et assez logiquement, comme la plupart des libéraux extrémistes de l'époque, ils sont favorables au libre-échange. Des socialistes utopiques, comme on dit, comme Étienne Cabet ou comme Charles Fourier, se prononcent pour le libre-échange. Et en fait, on va assister à une mutation du socialisme au fur et à mesure qu'il mûrit dans les années 1840. Et la majorité des socialistes français vont se rallier à l'idéologie protectionniste inventée par des gens comme Dupin, comme Dombasle, popularisée par Thiers, au nom de la lutte contre le capitalisme intensif et surtout par opposition au modèle capitaliste britannique. Et dans les débats très vifs qu'il y a sur la question du commerce international à la fin des années 1840, on voit les socialistes en masse se ranger derrière le grand patronat en alliance
contre la minorité libérale. Mais ça reste, ce ralliement protectionniste, ça va rester quelque chose de fragile, puisque ce n'est pas la base idéologique des socialistes. Et on peut dire que depuis les années 1840, la gauche démocratique et socialiste hésite sans arrêt entre ses origines libre-échangistes par cosmopolitisme en fait, par souci d'universalisme, d'amitié entre les peuples et aussi par volonté d'abaisser le coût des denrées de consommation pour les consommateurs les plus pauvres. Et par ailleurs, elle hésite entre ce pôle libre-échangiste et le protectionnisme par souci de défendre simplement les travailleurs nationaux contre les excès de la compétition, de la concurrence mondiale. L'une des plus grandes conséquences en fait de ce grand débat sur le commerce international qui donne naissance au libre-échange et au protectionnisme, c'est la séparation entre le libéralisme politique et le libéralisme économique, et plus exactement entre un libéralisme politique démocratique et le libéralisme commercial. Et le plus simple pour comprendre pourquoi et comment s'est fait cette séparation, c'est en fait de comparer les trajectoires idéologiques de l'Angleterre d'une part et de la France de l'autre. En 1815, donc quand ces débats commencent, la Grande-Bretagne et la France sont idéologiquement très similaires, à la fois sur le plan politique et économique. On a deux pays libéraux sur le plan politique et mercantilistes sur le plan économique, c'est-à-dire avec une politique de restriction douanière inspirée par des vieilles idées de la balance du commerce. Et dans les deux pays, les libéraux qui montent en puissance réclament l'extension des droits politiques, un approfondissement du libéralisme politique et un approfondissement du libéralisme économique par le libre-échange. Et les deux pays sont également travaillés par des tendances démocratiques, mais cette démocratisation va se passer de manière différente dans les deux cas. Et dans le cas anglais, dans la foulée de la grande réforme électorale de 1832, en fait, l'Angleterre va rester sur cette trajectoire d'un libéralisme total, à la fois politique et économique. Et c'est ce qui l'a conduit à adopter le libre-échange dans les années 1840. En France, on assiste au contraire, après la Révolution de 1830, autre étape importante de la démocratisation, à une dissociation entre libéralisme politique et libéralisme économique sur cette question du libre-échange. C'est-à-dire que, pour faire simple, les libéraux se divisent principalement en deux camps, une minorité libérale, conservatrice, favorable à l'approfondissement du libéralisme économique, mais hostile à la démocratisation, et ça va devenir les libre-échangistes, et par ailleurs, une majorité de libéraux plus enclins au compromis, au moins avec la démocratisation, et protectionnistes. Et il n'y a pas de lien évident entre démocratisation et la question commerciale, mais en fait, c'est un lien qui se fait par le concept de justice économique. En Angleterre, la justice économique, ça devient le consommateur. C'est la défense du consommateur, les droits du consommateur. En France, la justice économique, c'est la défense du petit producteur. Ces différentes conceptions de la justice économique ont aussi leur source dans des facteurs plus profonds. Le protestantisme côté britannique, la faiblesse du catholicisme en France, parce qu'en fait, les libre-échangistes se retrouvaient beaucoup dans le camp des chrétiens militants. Par ailleurs, la structure de la propriété qui est différente, une propriété beaucoup plus concentrée en Angleterre, avec donc une structure économique dominée par des très grands producteurs, à la fois agricoles et industriels, et une beaucoup plus grande égalité entre de plus petits producteurs en France. Et troisième facteur d'explication, le plus simple, c'est la supériorité compétitive de l'agriculture et surtout de l'industrie britannique. C'est-à-dire que les Britanniques ont finalement, et c'est une des explications les plus courantes, ont choisi le libre-échange parce que leur industrie était plus compétitive. Les Français ont choisi le protectionnisme parce que leur industrie l'était moins et qu'ils voulaient la défendre contre les Britanniques. L'un des clichés les plus prégnants sur ces débats autour du commerce international, c'est l'idée que
le protectionnisme et l'augmentation des tarifs douaniers dans tous les pays conduit inéluctablement au nationalisme et à la guerre. Alors, en fait, la réalité est un peu plus complexe. Il n'y a pas de lien mécanique entre protectionnisme et guerre. En particulier au XIXe siècle, on pourrait trouver des dizaines de contre-exemples. Dans le cas français, l'exemple le plus évident, c'est le traité de libre-échange signé entre la France et la Prusse en 1862, qui est signé par Bismarck d'un côté et Napoléon III de l'autre, ce qui n'a pas empêché les deux pays, évidemment, d'en venir aux mains en 1870 et la France d'être battue par la Prusse en 1871 dans une guerre assez sanglante. Inversement, on a même des guerres qui se réalisent au nom du libre-échange. Par exemple, les guerres de l'opium contre la Chine au début des années 1840, ou la seconde guerre de l'opium en particulier entre 1856 et 1860, où l'Angleterre et la France s'allient pour en fait forcer les Chinois à ouvrir leur marché aux importations européennes, dans l'espoir à l'époque d'inonder le marché chinois de produits manufacturés européens. Donc aujourd'hui c'est assez ironique. Ce sont des guerres qui sont livrées ouvertement au nom du libre-échange. Un grand penseur britannique comme John Stuart Mill, à l'occasion de cette guerre, écrit un article intéressant qui s'appelle The Wars for Free Trade, les guerres pour le libre-échange, où il explique que, et pourtant John Stuart Mill est a priori un pacifiste, que le libre-échange est l'une des choses qui justifie la guerre, puisque c'est quelque chose qui amène la civilisation. Donc on voit qu'il n'y a pas du tout de lien mécanique entre protectionnisme et guerre. Ensuite, les choses deviennent un peu plus compliquées. Après 1870, on peut observer en fait une corrélation entre montée des protectionnismes et guerre. Il y a beaucoup de protectionnisme avant la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup de protectionnisme avant la Seconde Guerre mondiale, mais encore une fois, il n'y a pas de lien mécanique parce que en fait, ces deux facteurs, protectionnisme et guerre, sont corrélés eux-mêmes à un troisième, qui est celui-là du nationalisme. Et qu'est-ce que c'est que le protectionnisme? C'est la version économique du nationalisme, si on veut lui donner un mauvais nom, ou du patriotisme, si on veut lui en donner un bon. Mais ce n'est pas le protectionnisme en lui-même qui a déclenché les guerres. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression que les débats de cette première moitié du XIXe siècle se rejouent devant nous. La culture protectionniste française qui s'est constituée donc, au début du XIXe siècle a très longtemps imprégné les forces politiques à droite et à gauche. En fait, la séparation entre libéralisme démocratique et libéralisme commercial, qui s'est opérée donc, à la fin des années 1840, est restée en place. Il y a eu un bref épisode libre-échangiste, celui du Second Empire. Donc on a vu un régime autoritaire contre l'opinion imposer le libre-échange dans les années 1860, mais ça a été un très bref épisode. Ensuite, la Troisième République, donc le régime libéral et démocratique de référence de la France, s'est tout de suite engagé dans les années 1870 dans la voie du protectionnisme. Et la France est restée protectionniste, quelque chose qui faisait assez consensus dans dans la très grande majorité de la classe politique française. Et en fait, ce modèle protectionniste est resté en place jusqu'à la fin de la quatrième. Et en 1957, donc dans les derniers jours de la quatrième République, la France a signé le traité de Rome et s'est engagée dans la voie de la communauté européenne. Mais au départ, cette communauté européenne n'était pas le rejet du modèle protectionniste français, mais plutôt, dans le contexte de la décolonisation, où la France perdait son empire, de pouvoir faire survivre ce modèle à l'échelle du continent européen. Et c'est pour ça qu'on avait inventé l'outil du tarif extérieur commun. En fait, cette culture a été presque escamotée à partir des années 1860. On pourrait dire à cause de deux facteurs principaux. Le premier, c'est les institutions de la Ve République, avec un pouvoir exécutif beaucoup plus fort et des parlementaires beaucoup plus faibles. Et donc le pouvoir a été capable d'imposer sa politique économique par-dessus la tête des parlementaires et des instincts de l'opinion. Et autre facteur international, c'est le fait que des pays libre-échangistes, et notamment la Grande-Bretagne, ont rejoint la communauté européenne, donc en 1973, et ça a changé la donne idéologique à Bruxelles, et
le libre-échangisme s'est imposé comme le modèle de référence en Europe. Et le tarif extérieur commun est progressivement tombé en désuétude. Mais c'est un processus lent et on ne peut pas donner vraiment de date au moment où la France a abandonné sa politique protectionniste. Mais ce n'est pas parce que la France a abandonné sa politique que la culture politique qui était derrière cette politique économique a complètement disparu. Euh, en fait, il y a eu des sondages qui ont été faits et quand on interroge les Français par rapport aux populations d'autres pays, on découvre qu'ils sont encore beaucoup plus réticents au libre-échange que la majorité des autres Européens. Euh, la- Par exemple, 55% des Français se disent hostiles à la libéralisation des échanges contre seulement 12% des Britanniques. Euh, donc le débat lui-même a été escamoté, la politique a été escamotée, mais la culture est toujours là. Et en fait, dans le contexte actuel, avec la crise qui a remis en cause la domination idéologique, entre autres du libre-échange, on a vu ce débat ressurgir. Et on voit se rejouer beaucoup des débats du début du 19e siècle. On peut presque faire un parallèle parfait entre une extrême droite française de Le Pen à Villiers, qui est encore mercantiliste, qui voit toute importation comme un mal, une droite, un centre-droit plus raisonnable, qui a des instincts protectionnistes. Ça peut être des gens comme Villepin, qui a beaucoup parlé de patriotisme économique quand il était Premier ministre, Sarkozy, qui a fait beaucoup de bruit autour du concept de préférence communautaire, euh, et la gauche, en revanche, elle reste très indécise sur ces questions. La gauche extrême parle de commerce équitable, mais n'arrive pas à se dire protectionniste, tandis que la gauche de gouvernement pratique le libre-échange quand elle est au pouvoir, et sans s'avouer libre-échangiste.